La route des Flandres traverse la ville. Voyageurs, routiers, charretiers et postillons s'y arrêtent pour charger, livrer denrées et marchandises. C'est aussi ici qu'ils font étape pour se restaurer et nourrir leurs montures. Quelques années avant 1900, quand on arrivait à Péronne par le sud, c'était par un pont-levis que l'on franchissait le canal à la Chapelette. Nous entrions alors dans la couronne de Paris, et c'est au sein de cet ouvrage de défense avancée que se nichait le port de commerce. Sur la photographie, une péniche y est amarrée. On y voit aussi deux piliers, délimitant l'entrée du faubourg de Paris. Peu pratique et devenu caduc, le pont en bois sera bientôt remplacé par un autre en fer, bien plus large. Lors des travaux, le cours du canal sera décalé de quelques mètres vers le sud. La couronne de Paris, devenue inutile, est abandonnée. Le port de commerce, maintenant envasé, est déplacé le long d'une rive du canal, et l'entrée du faubourg de Paris, élargie, vers son pilier de droite. La réclame pour l'automobile est déjà reine à l'entrée du faubourg de Paris. Un promeneur se repose quelques instants sur la margelle du pont Saint-Pierre. Deux petites filles du quartier contemplent les poissons d'argent qui miroitent sous le pont. À la terrasse du faubourg de Paris, bordée d'une triple rangée de tilleuls, la vue est magnifique sur les étangs et les îlots de roseaux. Les ouvrages de défense à la porte de Paris sécurisent l'entrée sud de la ville, tout en permettant à la Somme d'alimenter les roues à hope des grands moulins. Un pont-levis devant la porte complète le dispositif de sécurisation. La porte franchie, nous découvrons les grands moulins. Sur le pont Sainte-Barbe, des militaires sont au garde à vous avant un hommage au marin d'Elpa, dont le monument est tout proche. Le premier moulin à blé, établi à cet endroit, remonte à Philippe Auguste. Et déjà, nous atteignons le bas de la rue Saint-Furcy et croisons la rue Saint-Quentin-Capelle sur la droite et sur la gauche, la rue du Moulinet. En nous retournant, nous dominons la pente de cette rue. La pancarte Ville de Péronne sur la droite indique l'entrée de l'école des filles et de la maternelle. Au plus haut de cette rue pentue, la place Saint-Furcy est formée par son intersection avec la rue du Noir-Lion. Le débit de boissons Verrier est juste à l'angle. En s'approchant du centre-ville, l'animation de la plus longue artère de la cité se fait plus importante. De nombreux personnages de tous âges sont de sortie. Au numéro 22, derrière la grille d'entrée, nous apercevons le palais de justice, inauguré en 1863. Après un étroit tournant, son extrémité est rejoint les places du marché aux poissons, puis du marché aux herbes, devant la maison d'Abeau du XVIe siècle. Au centre de cette place emblématique, le marché aux herbes, trône la statue de Marie Fourré. Face à la grande place, Catherine Leleu de Poix, dite Marie Fourré, brandit vers l'hôtel de ville
l'étendard qu'elle a pris aux impériaux, pour rappeler ses glorieux exploits lors du siège de 1536. La Grande Place, traversée par la route des Flandres, est le lieu de passage de nombreux charrois. Sur la gauche, nous pouvons remarquer une seconde maison Renaissance, la maison du Vermuguet. Cette maison à colombage, située à l'angle de la rue du Vermuguet, tout comme celle de la place du marché aux herbes de la même époque, est ornée de statues en bois. À proximité, sur le même trottoir, la sous-préfecture est installée ici depuis 1856. À sa droite, le café central sera bientôt remplacé par une épicerie, le Familistère. Au sud, la tour de l'église Saint-Jean nous domine de ses 44 mètres. L'hôtel de ville est composé de l'ancien bailliage au-dessus du corps de garde à 4 arches, face à la Grande Place, et de l'hôtel de ville primitif, édifice latéral à la rue Saint-Furcy. Au sein de l'hôtel de ville sont regroupés les différents bureaux municipaux, la salle des maires, mais aussi le musée d'Hanicourt. Accolé au bâtiment se trouve le bureau de poste. C'est entre les colonnes doriques que se trouve l'entrée principale de l'hôtel de ville. Au fond, nous y voyons le quartier Saint-Sauveur. Vue du quartier Saint-Sauveur, côté sud. Ce quartier porte le nom d'une ancienne église, maintenant disparue. Au 26 de la rue Saint-Sauveur, à l'angle de la rue Béranger, qui mène à la caserne puis à la gare, la maison Lenné, buvette et débit de tabac, vend aussi de l'épicerie. Vue du quartier Saint-Sauveur, côté nord. L'ancienne porte Saint-Sauveur, au fond, est fermée depuis 1610 et ne sera rouverte qu'en 1903. Zoom sur l'emplacement de l'ancienne porte. Des arbres au-dessus de la muraille du bastion de Vendôme nous situent où se trouvait jadis l'endroit. C'est à l'emplacement de cette maison qu'il y avait avant la Révolution la petite église qui avait donné le nom au quartier. C'est là maintenant qu'exerce le docteur Decaux, vétérinaire. La chaussée est tellement large ici que le terme place a souvent été utilisé. Sur la droite, nous pouvons remarquer une maison de style Louis XVI. La voilà, la maison Louis XVI. Admirez sa façade caractéristique. À l'extrémité est du quartier, nous découvrons la porte de Bretagne. La porte de Bretagne, passage obligé de la route des Flandres jusqu'au début du siècle dernier, remplaçant l'ancienne porte Saint-Sauveur, a été érigée vers 1610. Par cette porte, après un détour imposé par les fortifications, nous pénétrerons au faubourg de Bretagne. C'est le quartier le plus proche de l'abbaye du Mont-Saint-Quentin que fonda notre illustre saint patron, Saint Furcy. C'était aussi dans ce quartier que s'étaient installés les Britanniques, ou plutôt les Brittoniques, ou Britons, à la suite de Saint Furcy, venant d'Irlande. D'où les noms, Faubourg et Porte de Bretagne. Cet étroit passage est l'un des lieux de la ville où les embarras de circulation sont importants. Que de jurons et vociférations, quand charretiers et bouviers, manœuvrant leur équipage, se croisent dans un si petit endroit.
L'extérieur de la porte de Bretagne. Le bâtiment est construit sur 2 pavillons carrés, 2 tours coiffées de hautes toits en ardoise de style Louis XIII, abritant un passage couvert, et le mécanisme manœuvrant le pont-levis, franchissant une résurgence de la rivière du Glavion. Le système de fortifications à la porte de Bretagne verrouille l'entrée est de la ville. Pour le franchir, il faut passer à travers diverses chicanes et traverser 2 ponts. Un poste de garde couvert en contrôle l'entrée. Le voyageur qui quitte la ville par la porte de Bretagne doit contourner la demi-lune de Chaulnes, en face du moulin de Belzèze, avant de pénétrer au faubourg de Bretagne. Le moulin de Belzèze, très ancien, doit son nom aux belles eaux de la rivière la Cologne qui alimente sa roue à aube. La cheminée derrière ce moulin appartient à une blanchisserie industrielle. Revenons au chemin qui mène au faubourg de Bretagne. C'est par une poterne, bien visible sur cet agrandissement, qu'il y entrera. Et bientôt, il sera en plein cœur du faubourg de Bretagne. En 1903, débutent de grands travaux en ville. On supprime les murailles défensives et c'est par la percée Saint-Sauveur que l'on commence. La percée Saint-Sauveur consiste à l'arasement du bastion de Vendôme afin de relier par une large chaussée le quartier Saint-Sauveur et le faubourg de Bretagne. Terminé en 1904, le faubourg de Bretagne est désenclavé. La route passe en ligne droite. Le contournement de la demi-lune de Chaulnes et le passage sous la porte de Bretagne sont devenus inutiles. Le bastion de Vendôme a disparu et par la percée Saint-Sauveur, nous apercevons les premières maisons du faubourg de Bretagne. Que l'on passe par l'antique porte de Bretagne ou par la nouvelle percée Saint-Sauveur, c'est ici que l'on atteint le faubourg de Bretagne, devant le garage Gossuin. Moins à l'étroit qu'au centre-ville, le faubourg de Bretagne abrite un nombre très important de cafés, auberges, hôtels, où les nombreux voyageurs, routiers, charretiers, cochers et postillons, ainsi que leurs montures, s'arrêtent pour passer la nuit. L'usine à gaz était à l'origine installée dans le quartier pour l'éclairage des réverbères publics. Et déjà, de nombreux particuliers demandent d'être accordés au gaz de ville pour s'affranchir de la lampe à pétrole. Le café du Tonquin, mignote et bitant, tout à l'est, à proximité de l'octroi, est l'ultime arrêt possible pour étancher sa soif avant de sortir de la ville. La porte du faubourg de Bretagne, située à quelques mètres du café du Tonquin, sécurise l'entrée est du faubourg. Talus et murailles complètent le dispositif. Le poste de garde offre un abri aux soldats chargés de la surveillance. Cette vue nous présente les fortifications avancées du faubourg de Bretagne. Des cartes anciennes nomment ces lieux demi-lune Colbert. Nous sommes à l'extrémité est de la ville. Fossés humides et inondables entourent les remparts. Un dernier pont nous sépare de la campagne. Et c'est ici que s'achève la traversée de Péronne. Ce dernier ouvrage d'art militaire nous mène vers les routes d'Arras,
de Cambrai, Saint-Quentin et Ham.